Bonjour, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Un nouveau podcast Outsider Game Design. Bon, on en a refait un récemment avec sur les systèmes de résolution. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, et on remet ça cette fois-ci donc avec un nouvel invité. Oui, je peux te présenter par ton vrai nom. Dis-moi comment tu préfères qu'on t'appelle. Je signe les articles Thomas S. Du coup, c'est très Thomas bien. S. Ok. Voilà, donc Thomas S qui est traducteur pour PTG-BTB. Je vais te laisser te présenter plus amplement très rapidement. Je présente juste le thème du podcast d'abord. Aujourd'hui, on va parler des manifestes en jeu de rôle et en GN. Voilà, c'est quoi un manifeste? Qu'est-ce que ça apporte à la pratique? Voilà, toutes ces choses-là. Et donc, bah voilà, on a commencé un petit peu à te présenter donc en tant que traducteur pour l'éminent site ptgptb.fr. Voilà, super site de théorie. Est-ce que tu as besoin de plus de choses sur toi, de CERN? Déjà, merci de me recevoir. Oui, je m'appelle Thomas S. Je suis président de l'association PTG-PTB.fr, traducteur, éditeur, sélectionneur. Donc, PTG-PTB, c'est une association dont nous avons fêté les 25 ans en février cette année. Notre principale activité, c'est la traduction des meilleurs articles du web rôliste vers le français. Donc on a beaucoup d'articles en anglais aussi. On essaye d'avoir le plus possible dans d'autres langues, notamment l'espagnol. Et voilà, on essaye de traduire les meilleurs articles qui passent devant nous. Ah, désolé, je suis curieux, mais du coup, je me demande si vous avez traduit le Freeform Israël. Ça ne me dit rien. Ouais, excuse-moi, j'ai des préoccupations très étonnantes, hein. Bah, c'est pas grave. Ok. Eh bien donc, on va parler ensemble un petit peu des manifestes de jeux de rôle et de GN. Euh, Grosso modo, je te laisserai peut-être décrire en détail, mais c'est le concept de manifeste. Ça apparaît d'abord plutôt en GN à partir de 80. En fait, il y a un âge des manifestes entre 99 et 2001-2002, quoi. Et après, on va voir ça se multiplier également dans le jeu de rôle. Il y aura aussi des manifestes. Moi, j'évoquerai peut-être un peu des manifestes qui sont un peu plus, comment dire, latéraux, quoi, comme le Carewave ou le Cozy Game Manifesto, qui sont des manifestes de game design plus globalement et qui peuvent embrasser aussi bien le jeu de rôle que le vidéo ou le jeu de société, quoi. Et j'ai une petite définition de ce qu'est un manifeste à vous proposer. Je te laisserai éventuellement rebondir dessus parce que tu n'es peut-être pas forcément d'accord avec ce que. Euh, de ce que j'ai compris, un manifeste, en fait, ça se compose en fait de quatre éléments. D'abord, il y a une réaction qui peut être explicite, comme par exemple dans le manifeste de Turku, c'est nous avons raison et tous les autres ont tort. Oui, oui, explicitement, il y a une phrase qui est... il y a, C'est voilà, il dit à peu près ça, quoi. je peux retrouver la phrase. Et des fois, la réaction, elle est un peu plus tacite, c'est-à-dire, c'est pas clairement dit, mais on le sent bien dans la façon dont c'est rédigé. Ça commence par une réaction explicite ou tacite à une façon de faire conventionnelle. Alors, la réaction à une façon de faire conventionnelle, je dirais que c'est plutôt dans les premiers manifestes, donc là, les manifestes de l'âge des manifestes, hein, 99, 2002, parce qu'à ce moment-là, on peut supposer que la pratique, notamment du GN, elle est encore assez homogène, euh, mais en fait, quand on parle de manifestes plus récents, c'est des manifestes qui s'opposent à la fois à la tradition, mais aussi aux avant-gardes concurrentes, quoi. Puisque bon, en 2025, eh bien, il y a plein d'avant-gardes qui sont développées, et donc tu peux plus uniquement t'opposer à la tradition. Ensuite, il y a l'exposition d'un objectif, c'est qu'il suffit pas de dire qu'on n'est pas content de la façon habituelle de jouer, mais il faut dire, bah nous, qu'est-ce qu'on recherche en fait. Euh, et cet objectif, il est normalement suivi d'un cahier des charges, c'est-à-dire une série de propositions pour mettre en place en fait le manifeste dans le réel, quoi. Ce cahier des charges, alors, tout ça c'est très subjectif, mais dans les manifestes que j'ai pu lire, j'ai toujours trouvé que c'était assez partiel.
c'est que dire ça nécessitait d'être développé, d'être mis à jour dans de vrais jeux, dans des vraies pratiques, et on va dire c'est des pistes, quoi. Ça nécessite d'être complété. Ce cahier des charges, il implique également souvent des partis pris. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple dans l'âge d'or des manifestes, on va avoir un peu, enfin, si on met les différents manifestes bout à bout, il y a une sorte de tendance générale qui va se développer. Si on mélange un peu les cahiers des charges, peut-être que je devrais pas le faire, mais bon, tant pis, je le fais. Il y a un mot qui revient souvent, c'est l'immersionnisme. Donc il y a une scène qui va se développer, notamment à partir des manifestes, voilà, de fin des années 90. Et en fait, le cahier des charges qui est proposé pour mettre en place de l'immersionnisme, c'est-à-dire voilà mettre en avant l'immersion, il y a beaucoup de partis pris, c'est-à-dire qu'il propose des façons de faire. On pourrait faire différemment, quoi. Typiquement, ce qui va émerger, je trouve, dans l'immersionnisme, c'est la notion que le MJ, dans le cadre des jeux de rôle, ou l'orga, parce que du coup l'immersionnisme, ça a fini par déborder sur le JDR. euh, eh bien, tu vois, le MJ, il doit avoir un scénario tout préparé. Si le MJ improvise, il y a une sorte de rupture de contrat d'immersion. Euh, Également, on estime que les joueurs doivent jouer les personnages de façon viscérale et ne pas essayer ne pas essayer de jouer pour faire une bonne histoire, par exemple, ou pour faire ce qu'on appellera plus tard du play to lift. Mais en fait, si on était un observateur extérieur, des choses comme est-ce que c'est scénarisé ou est-ce que c'est improvisé? Est-ce que les joueurs jouent de façon viscérale ou de façon très calculée? C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment observer quand on est de l'extérieur. Donc on pourrait se demander en quoi ces choses qui relèvent en fait totalement du contrat social sont vraiment nécessaires pour mettre en place l'immersion. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens? Et je vais finir, désolé, c'est un énorme tunnel, mais je suis très curieux de savoir ce que tu as, enfin, les objections que tu pourrais donner à ce que je vais dire. Euh, je trouve qu'il y a un peu, enfin, un manifeste n'est pas un manifeste s'il n'y a pas des aspects ou des paragraphes qui sont ésotériques, dérisoires, surréalistes ou absurdes. Par exemple, euh, dans le manifeste, ah mince, dans l'école de Turku, qui pourtant se prend extrêmement au sérieux sur bien des points. Il y a des trucs qui ne peuvent être autre chose que des blagues telles que euh, en fait, tu dois jouer la partition que l'orga t'a donnée, même si ça implique de passer tout le GN dans un placard sans que personne ne soit au courant de ton existence. Bon, je suis pas certain que à moins d'être des immenses connards, je suis pas certain que les auteurs de ce manifeste désirent vraiment que ça se passe comme ça en fait en jeu, quoi. Ça a lancé la blague, hein, les fameux jeunes placards. Mais Ouais, ouais, tout à fait. Il y a d'autres blagues comme ça dans le post Björn Borg. Il dit il faut toujours qu'il y ait un démon dans un GN parce que ça met une ambiance de réalisme magique. Alors, je trouve ça assez stylé, mais en fait, ça tranche un peu avec le reste du cahier des charges qui est assez pratique. alors, le, le manifeste post-Björnborgien, en Ouais, l'occurrence, il est très tardif et c'est globalement. Là, on commence à rentrer dans la parodie des manifestes précédents. manifeste, ouais, d'accord. Oui, Mais bah du coup, alors moi j'ai un peu une âme d'historien. vas-y, Du je coup, t'écoute. pour placer un peu les choses dans leur contexte, effectivement, entre 99 et 2002, il va y avoir une série de manifestes par différentes scènes d'EGN dans les différents pays scandinaves. Du coup, le manifeste de Turku qui vient c'est Turkistan Finlande. Le dogme qui est plutôt lui euh, danois, le Jeep Form qui est norvégien. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette explosion? Bah déjà parce que dès 97, les différents organisateurs de GN en Scandinavie vont organiser un événement qui s'appelle le Knutpunkt, qui a donc des noms différents en fonction des différents pays, qui est un événement qui tourne entre les 4 pays scandinaves, Norvège, Suède, Danemark et Finlande, et qui va On permettre, peut peut-être dire les 4 pays nordiques, hein, parce que c'est pas oui, des Scandinaves, les Finlandais, je crois. ça se discute, je suppose. Du coup, ces gens-là, ils se rencontrent.
et ils discutent et ils décident surtout de coucher leurs réflexions sur papier. C'est-à-dire que chaque année, à la fin du Knutepunkt, il y a des articles qui sont écrits et qui sont diffusés gratuitement en PDF, ce qui est assez important. Alors, pourquoi est-ce que ces gens-là se mettent à écrire des manifestes? Bon, déjà, parce que ce sont globalement des étudiants qui viennent apporter une culture artistique et des sciences molles, entre guillemets, enfin des humanités. Donc par exemple, les auteurs du Dogme 99, c'est Eric Farland qui est diplômé de philosophie et Lars Wingard qui fait des études de théâtre. Du coup, ce sont des gens qui vont apporter des habitudes, des idées qui viennent de l'art contemporain, du théâtre, du spectacle vivant de manière générale. Le Dogme 99, il est évidemment inspiré du Dogme 95, qui est un manifeste qui avait été écrit par Lars von Trier et Winterberg, donc deux cinéastes danois, et qui parlait de cinéma. Le Dogme 99, et qui prend la même forme, à savoir, c'est une liste de 10 choses qu'il ne faut plus faire dans le GN. Donc, dans le Dogme 95 pour le cinéma, c'était par exemple ne tourner qu'en lumière naturelle, tourner sans script. Dans le GN, ça va être tourner, enfin, pas d'intervention de l'orga après le début de la partie, euh, interdit de s'inspirer de jeux de rôle sur table, les mécanismes de jeu sont interdits, donc les règles pour la magie ou la violence, c'est interdit. Et de manière générale, Je précise que du coup, ça implique que la magie et la violence sont interdites, en fait, il me oui. semble, hein. Ah bah, alors, Ils sont il te pas, dirait c'est pas juste qu'elles sont non mécanisées, c'est juste qu'on n'en fait pas, quoi. il te dirait que si tu veux faire de la violence, bah, tu mets vraiment un coup de poing à la personne, hein. C'est Euh, parfaitement autorisé par le dogme, ça, pour le coup. Ouais, j'ai vu ça aussi dans, du coup, en relisant le manifeste de Turku. C'est-à-dire que, Oui, en fait, alors après, il précise dans la limite de ce qu'on a pu discuter sur la sécurité physique en briefing. Donc, oui. je suppose qu'en fait, à mon avis, ça va être des choses du genre, on va pas vraiment se donner des vraies patates, mais des trucs du genre, tu sais, lutter, c'est-à-dire se choper les bras, se bousculer. Bon, attention, hein, on peut vite se péter une cheville en le faisant, hein, donc. Mais il y a une sorte de viscéralité, effectivement, qui peut aller jusqu'à l'empoignade réelle, en fait, dans des pratiques de ce genre, j'ai l'impression. Oui, par exemple, dans Un serpent de cendre, pour résumer cette question-là, il donne la formule, «La douleur fait mal et la mort tue». En gros, bah, il y a pas de règle de violence, quoi. Vous savez, Mm. vous savez ce qui pourrait faire mal avec votre personnage, vous savez dans quelles circonstances votre personnage pourrait mourir. Du coup, ces manifestes, ils sont aussi directement inspirés des grands manifestes artistiques du début du siècle. Le manifeste du surréalisme, du futurisme, et puis qui sont eux-mêmes inspirés des grands manifestes politiques, comme le manifeste du Parti communiste avant, dans la fin du manifeste de Turku, et d'ailleurs globalement une parodie du manifeste du Parti communiste, hein, si vous... Ouais, il faut que les simultanistes et immersionnistes de tous les pays se liguent contre la racaille, ludiste et narrativiste. Enfin, il y a un peu un truc comme ça, quoi. C'est ça. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une vraie culture artistique qui était beaucoup moins présent au début du jeu de rôle chez D&D par exemple. Mm. D&D s'est très vite implanté dans les universités plutôt scientifiques et d'ingénieurs. Euh, alors, il faut aussi noter que ce sont des gens qui ont eu The Forge aussi. Du coup, le modèle a 3 volets, donc le fameux LNS, hein, ludiste narrative simulationniste, ça date de 97. Système Does Matter, donc le système est important de Ron Edwards, c'est 1999. Et pour moi, Système Does Matter, le système est important, c'est un manifeste dans le jeu de rôle, par exemple. Le mot est pas lâché, mais pour moi, ça remplit. Bah, après, il y a vraiment un jeu de positionnement, en fait, sur cette scène-là un peu naissante, comment?
En fait, le fait d'appeler un guide pratique le fait d'appeler ça un manifeste ou d'appeler ça autrement, ça relève aussi beaucoup du positionnement. C'est-à-dire que moi j'ai le sentiment, si tu veux, que les forgiens, ils se positionnent plus comme des scientifiques. Alors avec tous les guillemets du monde, hein. Mais c'est un peu plus leur positionnement, c'est un peu plus leur background. Ron Edwards, c'est un biologiste et tout. Et par exemple, si tu vois le Jeepform, on a parlé de Jeepform tout à l'heure. Je suis retourné voir sur PTG PTB et dans le dictionnaire Jeepform, ils disent attention, le Jeepform, c'est pas un nouveau manifeste, c'est pas un Oui, manifeste. Donc des fois, il y a un peu, alors que bon, si tu regardes, bah si, c'est un manifeste, mais il y a un peu des fois et c'est assez rigolo, par exemple, dans un truc un peu plus récent dont je parlerai à la fin, dans le manifeste sur le jeu de rôle Voidpunk, il n'y a pas manifeste dans le titre, ça s'appelle Des jeux Voidpunk, un truc comme ça. Et genre au cinquième paragraphe, bah, l'auteur dit mais en fait, tu viens encore de nous faire un manifeste là. Oui, je sais, j'avais dit que je ferais pas, mais oui, en fait, c'est un manifeste. Donc il y a une sorte de jeu, un peu de à quel point on va être frontal dans le fait que c'est un manifeste, ou à quel point peut-être pour pas brusquer notre audience cible, on va essayer d'employer d'autres termes que manifeste, ou voire même carrément se récrier d'être un manifeste, quoi. ah oui, oui, très évidemment. Bah, ce sont les racines politiques des manifestes de manière générale. C'est-à-dire qu'un manifeste, c'est prendre position. C'est dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on rejette. Du coup, Oui, mais alors justement, c'est ça intéressant que tu dis ça. C'est-à-dire que quelque part, le manifeste, il a au moins le mérite. Alors certains le considèrent élitistes et tout, ou les considèrent être très agressifs envers les autres façons de faire. Mais le manifeste, il a au moins le mérite de se présenter quand même dans toute sa subjectivité. Et donc, par exemple, contrairement à la posture un peu forogène, qui est on prétend avoir une analyse objective du JDR, quoi. Et donc, je pense que c'est ça aussi la différence entre le manifeste et la théorie. oui, bah alors, on pourrait dire que l'ambition des uns et la prétention des autres. C'est pas qu'il faut toujours. On pourrait dire qu'en art, il faut toujours être un peu ambitieux. C'est-à-dire qu'il faut vouloir faire mieux que tous les autres. Enfin, c'est ce que faisaient les surréalistes. C'était de dire que bon, les anciennes formes, l'académisme, le symbolisme, il faut arrêter. Le périnée, On ouais. va Mm, faire mm, mieux. On va pousser les choses plus loin. C'est ce que ils en parlent dans Turkus, c'est le fait de vouloir pousser que le GN n'en est qu'à sa forme embryonnaire, qu'il peut être plus que ça, qu'il faut que ce soit plus que ça. Il y a comme un besoin urgent de faire mieux. mm, Et, mm. et du coup, alors, si on se penche un peu sur au début des années 90, Je peux faire une petite parenthèse, parce que tu as parlé d'ambition, ça c'est un terme très important. C'est que en fait, les manifestes sont souvent généralement très ambitieux, et cette ambition, elle n'est pas forcément réalisée, quoi. Notamment parce que des fois, les cahiers des charges ne sont de toute façon pas réalisables, ou en tout cas nécessitent des moyens importants. Et je vais faire un petit parallèle avec le théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud. C'est une sorte de manifeste pour une nouvelle forme de théâtre qui est présenté dans son livre Le théâtre et son double. mhm. Et il y a des choses très ambitieuses, mais en même temps assez réalisables, qui est par exemple, de profondément immerger le public dans l'expérience. Et il y a des choses, qui sont totalement du registre du lyrisme, de la poésie, de la folie, et c'est plus un rêve de théâtre que quelque chose que, que l'auteur peut vraiment réaliser. Et d'ailleurs, on peut pas vraiment dire que Antonin Artaud en fait, on considère qu'il a fait qu'une seule pièce qui s'inscrit non pas dans le théâtre de la cruauté, mais dans une sorte de brouillon, quoi. Et il avoue lui-même que il n'a pas pu, mettre en place toutes ses idées dans sa première pièce, et il n'a jamais fait d'autres pièces ensuite s'inscrivant dans le théâtre de la cruauté. Et je prétends pas que ça ait eu aucun impact sur le théâtre. Je pense que le théâtre immersif, par exemple, doit beaucoup à son manifeste, mais ça met des années en fait à infuser, quoi. Ah ben, c'est le cas pour tous les manifestes les plus rigoureux. Quand on voit le dogme Alors, c'est pas très 95 au rigoureux, hein, cinéma, le théâtre de la cruauté, hein. bah, enfin les plus, enfin rigoureux, C'est les très plus exigeants, ambitieux, les plus mais c'est radicaux. c'est complètement fou, quoi. Par exemple, dans le dogme 95 au cinéma,
Winterberg Van Trier, ils ont fait un film, Les Mhm. Idiots, qui correspond à tous les points Ouais, tous les vœux de chasteté, ouais. de leur vœu de chasteté. Ensuite, sont affranchis, enfin, ils se sont donnés, ils ont fait un compromis. Pareil pour le dogme 99. Il y a, en général, on présente un serpent de cendre comme la meilleure réalisation de ces vœux de chasteté, et quand on regarde, il y a plusieurs points qui ne sont pas respectés. Alors oui, bah, si on prend spécifiquement ces espèces de manifestes, ils sont avant tout négatifs. On dit il ne faut pas faire ça. C'est aussi je pense, une espèce de temps d'arrêt. C'est-à-dire que dire faut pas de mécanique de jeu, faut pas s'inspirer du jeu de rôle, c'est avant tout une occasion de s'arrêter un peu, de réfléchir et de déconstruire le GN. Dans le sens où ça peut être assez facile de rentrer dans une espèce de routine où on dit bah le GN, on va le faire comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que on a toujours mis du combat avec des épées en mousse dans nos GN. Du coup, il n'y a pas de raison que ce soit plus le cas maintenant. Et bah, ce vœu de chasteté, c'est l'occasion de se dire mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre de la magie et des GN? Est-ce qu'on a vraiment besoin que de mettre des secrets? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire tout ce qu'on fait d'habitude? Toute cette espèce d'apport traditionnel, parce qu'il commence à la fin des années 90 à y avoir une vraie tradition du gène, c'est-à-dire on fait du gène depuis une quinzaine d'années, hein. En gros, il y a les trois branches du gène contre lesquelles se révoltent un peu les tenants du gène nordique. C'est le gène dérivé de Donjons et Dragons, globalement, avec du combat, des magiciens, des systèmes de magie où on est en costume dans les bois. C'est les murder parties traditionnelles, donc qui sont basées sur la résolution d'une énigme où ça se passe dans une soirée et le but c'est de trouver la solution, c'est de résoudre le puzzle. Et le troisième c'est Vampire. C'est le Manzai Theater, la version GN de Vampire la Mascarade, qui était sorti en 92, quasiment un an après le JDR sur table, et qui est beaucoup basé sur les secrets. Alors quand les euh, quand les gens du GN nordique vous disent qu'il faut pas de secrets, c'est parce qu'ils ont fait des parties de vampires pas terribles. Et du coup, ce sont deux de ces modèles-là, Empire et D&D, sont explicitement font la transposition en GN de règles du jeu de rôle sur table. Et c'est très explicitement ce contre quoi le manifeste et de Turku et du dogme 99 vont se positionner. Ouais, Et plus l'idée, explicitement encore, dans le manifeste de Turku, il va lâcher les termes, en fait. Il dit qu'il s'oppose au ludisme. Donc, bah, grosso modo, c'est le truc de gagner le scénario, quoi. Et puis, il s'oppose au narrativisme. Alors, de ce qu'il décrit, de ce qu'il a compris du narrativisme, on sent que c'est un narrativisme à l'ancienne où, en fait, il y a un MJ ou un orga qui a une histoire, tu vois, très construite et qui va, entre guillemets, à l'imposer aux joueurs, quoi. C'est pas la co-construction d'histoire, mais bon, il va quand même également, le manifeste de Turku va quand même dans les vœux de chasteté imposés, parce qu'il y a aussi de notion de vœux de chasteté dans Turku. Dans les vœux de chasteté imposés aux joueurs, il y a la notion que tu dois pas jouer, en fait, tu dois, ce qui doit être à la fois ton but et ton moteur, c'est l'immersion dans le personnage. Et donc ton jeu doit être profondément une exégèse du script, c'est-à-dire du personnage pré-tiré qu'on t'a donné, quoi. Tu dois essentiellement te jouer dans la vérité du personnage, et donc tu ne dois pas essayer de jouer pour faire une bonne histoire ou jouer pour aller dans le sens du scénario. Donc, ce qu'on va appeler bien plus tard, par exemple, des choses comme le play to lift, c'est interdit. Le manifeste de Turku, ils disent par exemple, tu ne dois pas jouer en ayant conscience qu'il y a des joueurs débutants que tu dois aider, quoi. Toi, tu dois jouer ton personnage, premier degré, sans vraiment te poser la question du confort, en fait, des autres participants et participantes, quoi. ah mais absolument, il y a des oppositions frontales au sein du gène nordique. Il y a des scènes qui ont des visions incompatibles. Bah, typiquement, alors dans Turku, pour moi, il y a un peu deux définitions du narrativisme possible. C'est-à-dire que déjà,
il y a le narrativisme comme tu l'as décrit, où il y a un MJ qui fait c'est un peu le côté dirigisme aussi, qui est pour le coup très présent dans Vampire. Alors, mais quand le manifeste de Turku parle de narrativisme norvégien qui essaye de réinventer le théâtre, il parle de Jeepform. C'est pour le coup, c'est une attaque directe envers la scène Jeepform, qui va créer le concept de Play for Show, du coup, qui est l'ancêtre du Play to Lift euh, et du Play to Lose, qui est du coup Play for Show, c'est jouer pour le public, pour l'audience, pour les autres, pour faire des belles scènes, pour créer un spectacle plaisant, plutôt que de jouer son personnage de manière très pragmatique et renfermée. Oui, c'est un peu ce qu'en France, on va appeler le roleplay théâtral, quoi. Oui, oui, oui. Bah, justement, pour moi, il y a une vraie ligne de fracture entre ce que tu as appelé les immersionnistes tout à l'heure, et c'est la tendance qu'on voit dans le Dunk 99 et Turku, et ils s'appellent eux-mêmes les narrativismes, hein, qui sont le Jeepform, qui va donner plutôt qui va donner les chamber LARP, les gènes très abstraits. Euh, pour donner un autre exemple, dans le Dogme 99 et dans Turku, ils n'aiment pas le fait que des objets puissent en symboliser d'autres. C'est-à-dire que si on peut pas utiliser une épée en mousse pour symboliser une épée en acier qui coupe, hein. Euh, si vous voulez qu'un objet soit dans votre gène, bah, il faut ramener un vrai objet. Si vous voulez que votre personnage ait une lampe de poche, et ben il faut que vous rameniez une lampe de poche. Alors que dans le Jeep 90, dans le Jeep Form, on va très explicitement autoriser et même encourager l'utilisation d'objets symboliques, en disant par exemple, il suffit de brandir un stylo et de dire ceci est un couteau pour que votre personnage tienne un couteau. En Est-ce que tu voudrais bien nous parler de l'indexicalité et d'où vient ce terme? Oui, alors l'indexicalité, alors c'est un terme que j'ai découvert en lisant donc un article qui va être paru sur PTG-PTB en fin d'année 2025. Alors l'indexicalité, Attends, est-ce c'est que tu peux nous l'idée. dire le nom de l'article ou en anglais, Alors si jamais c'est on veut le rechercher? The General Problem of Indexicality, qui est Ok, publié sur Nordic LARP. Oui, alors ok. je l'ai pas précisé, mais les articles dont on a parlé précédemment ont été publiés dans différents euh, numéros du Knutpunkt, qui est donc c'est dans As l'Arbre Grows Up, qui est l'édition 2003 du Knutpunkt pour les manifestes dont j'ai parlé. Et donc PTG-PTB a traduit tous ces articles-là en français sur notre site ptgptb.fr. Et ces articles sont aussi présents sur nordiclarp.org, donc nordiclarp.org, euh, qui a du coup des articles en anglais, parce que c'est aussi important. Tous ces gens-là écrivent en anglais pour pouvoir être lus les uns des autres. Et les articles sont gratuits, entiers. Euh, et donc l'article c'est The General Problem of Indexicality, donc le problème général de l'indexicalité. Euh, The General Problem of Indexicality in Lab Design, donc le problème général de l'indexicalité en GN, en conception de GN. Alors l'indexicalité, c'est l'idée qu'un objet soit exactement le même dans la vie réelle et dans la fiction. Par exemple, si on fait un GN qui se passe en 2025 en France, enfin qui est un GN contemporain, et que je me ramène avec en jean, basket et avec un smartphone dans ma poche, on va partir du principe que mon personnage a exactement ce vêtement-là, qu'il a un smartphone dans la poche. Il n'y a pas de différence entre les objets que j'apporte et la fiction en jeu. En revanche, si je suis sur un GN médiéval fantastique et que j'ai une épée en mousse qui représente une véritable épée en acier tranchant, bah,
il y a une différence entre l'objet de la vraie vie et l'objet dans la fiction. Du coup, il n'y a pas indexicalité. Alors que si je ramenais alors que par exemple, si sur un GN, Seconde Guerre mondiale, je ramène, un véritable uniforme, une véritable antiquité, de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a indexicalité et tout le sujet de cet article, c'est de dire qu'il y a des degrés d'indexicalité, et c'est un peu un idéal qu'on peut chercher à atteindre, mais que c'est souvent, l'indexicalité totale, est souvent, coûteuse, enfin très coûteuse et Bah, que c'est un soit elle est coûteuse, soit elle implique de faire des économies. C'est-à-dire que je pense que si tu veux faire un GN Dogme 99 où tu es censé avoir une indexicalité forte, bah en fait tu vas juste tu vas faire du contemporain. C'est-à-dire, je crois que c'est aussi un des vœux de chasteté, il faut oui, que ce soit contemporain. Parce que si tu commences à vouloir faire un GN Dogme historique, ça va être très très compliqué parce que par exemple, il t'explique que si tu joues dans un château et qu'il y a une prise électrique qui dépasse, et ben en fait t'as pas le droit d'enlever la prise électrique ou de la et oui, cacher, quoi. Donc, en fait, ça rend totalement impossible, en Dogma 99, ça rend totalement impossible le fait de jouer en historique, quoi. oui, ah oui, oui, ça rend, impossible le surnaturel qui est, Mhm. extrêmement courant dans le GN de manière générale et dans le jeu de rôle aussi. Oui, bah, si on parlait d'un serpent de cendre, effectivement, bah, ça veut dire, on se met à, devoir faire c'est un peu le cliché de ces gènes-là, c'est que c'est 6 personnes ordinaires autour d'une table à manger qui discutent, quoi. Mm. C'est vrai que, du coup, les quêtes épiques, les champs de bataille, faut les oublier effectivement. Ouais, ouais. Et je me permets, du coup, sur l'indexicalité il y a un usage forcément, comment, très, très volontaire de l'abstraction, justement, qui est, on va dire, quasiment l'inverse de l'indexicalité, enfin, une indexicalité très faible, si j'ai bien compris, Exact. qui est fait avec intention, j'ai l'impression, dans le JIP-form, avec notamment, tu sais, un peu des GN un peu comme dans le film Dogville, quoi, des GN où les, euh, les lieux sont juste indiqués par des bandes de scotch au sol, quoi, des annotations au sol. Il y a un GN qui est très intéressant de ce point de vue-là. Bon, alors, ce GN est un peu controversé, notamment au niveau, point de vue de la sécurité émotionnelle. Donc, j'en fais pas forcément non plus la pub, mais il y a un dispositif dans le GN, dans ce GN-là qui est intéressant. Il s'agit du GN Une tranche de toit de Mélanie Charrue, qui a été analysé en détail dans un mémoire de maîtrise d'Axel Cazeneuve qui s'appelle euh, Identité alternée, réalité partagée. Et donc c'est un GN drama, bon, vraiment un GN de chambre, on joue voilà, des connaissances qui sont dans le même appartement et tout. C'est très très drama. Le but est notamment de faire ressentir des émotions très fortes aux joueurs, quoi. Le bleed est très très recherché. Et il y a l'orga en fait présente au début lors du briefing, l'orga va présenter un objet, par exemple une télécommande, et va dire cette télécommande dans le jeu, c'est pas une télécommande, c'est un téléphone. Et c'est pas n'importe quel téléphone, c'est le téléphone des mauvaises nouvelles. C'est le téléphone qui va sonner pour annoncer que telle personne a le cancer, pour annoncer une rupture, pour annoncer que quelqu'un est mort. Enfin voilà, et l'objectif, c'est pas à moi d'en juger si c'est réussi ou pas, mais je trouve que le parti pris est vraiment intéressant. L'objectif, c'est le fait de substituer parce qu'on pourrait utiliser un vrai téléphone en fait pour faire le téléphone des mauvaises nouvelles, mais le fait d'utiliser un autre objet, ça rend la portée symbolique beaucoup plus présente. Et en plus de ça, du coup, pendant que le téléphone ne sert pas, le téléphone des mauvaises nouvelles, tant qu'il ne sert pas, bah, il est posé quelque part sur la table à la vue des joueurs. Et du coup, c'est un peu comme une épée de Damoclès pendant tout le GN. On sait à un moment, le téléphone des mauvaises nouvelles va sonner. On voit cette télécommande et on ne voit plus qu'un téléphone en fait. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Oui, heu, oui, effectivement, le J-Pamb va vraiment, revendiquer l'utilisation des objets symboliques. Alors, par, ce qu'on pourrait dire comme une recherche de clarté. C'est-à-dire que, quand on a un objet symbolique, donc par exemple cette télécommande,
Heu, bah, c'est une indication très claire des thèmes du GN, de ce que, les auteurs et les organisatrices, du GN en question, veulent créer, les scènes qu'on veut créer. C'est-à-dire que ça, s'il y a un objet symbolique qui est le téléphone des mauvaises nouvelles, bah, enfin, on sait autour de quoi toute l'action va tourner et ça veut dire que ça va pas être une question de, je sais pas, heu, que ça va pas être un gène feel good. Heu, ça permet de d'avoir des intentions très claires et de mettre une emphase, heu, très claire sur les choses. Enfin, on pourrait parler du coup d'immersionnisme, heu, dans dans un film comme Alphaville, prend en fait quasiment, sa mise en scène du théâtre et on pourrait un si on voulait faire une comparaison entre l'immersionnisme et le narrativisme, on pourrait aussi faire la comparaison entre le cinéma et le théâtre. C'est-à-dire qu'au cinéma, on a tendance à vouloir des décors qui sont adexicaux, des costumes qui sont adexicaux. Ou quand on a un film historique, il faut que ce soit tourné dans un vrai château du Moyen Âge avec tous les figurants qui sont en costume, avec éventuellement des maquillages pour faire illusion, qui est un. Alors qu'au théâtre, on peut être beaucoup plus abstrait. On peut avoir trois murs noirs et des comédiens qui sont en habits noirs ou blancs, tout simple, pour interpréter des personnages historiques. Par exemple, si on interprète Antigone ou Richard III de Shakespeare, ça choque personne si des comédiens de théâtre ne sont pas en costume historique, mais sont en des costumes neutres. C'est que parfois la simplification, l'abstraction, elle peut, elle peut aider à l'immersion. Ouais, ou à l'identification, c'est-à-dire, c'est peut-être plus facile de s'identifier aux personnages d'une pièce de Racine s'ils sont habillés comme nous, quoi. C'est mo- Ça met moins de distance. Après, là, on rentre vraiment dans la subjectivité. C'est que quand on pousse les choses à leur paroxysme, on on n'a pas vraiment de moyen objectif de dire ce qui est le meilleur. On peut probablement euh, dire, enfin, disons, on peut se poser la question de savoir si un tel GN a bien rempli ses ambitions Son propre cahier créatives, des charges, quoi, ouais. son cahier des charges, sa note d'intention, mais le fait de choisir, de décider quelle note d'intention nous intéresse le plus, bah, ça reste un choix subjectif. Mmh mh. Mais c'est peut-être ça le 1er gros apport, moi je reviens à ce que je disais au début, mais le premier gros apport des premiers manifestes, c'est cette idée de casser de casser l'homogénéité en fait, et de dire: «Maintenant c'est fini, il y a plus une seule scène du GN, il y a plus une seule façon de faire du GN». Quasiment chaque, orga va avoir sa propre note d'intention, va avoir son propre style et du coup, en fait, on part sur, une archipélisation, en fait, du GN, quoi, et sur aussi une sorte d'innovation permanente et tout, que chaque nouveau jeu, en fait, se doit, d'une certaine façon, de remettre en question l'existant et se dire: «Est-ce que vraiment je veux faire comme d'habitude on fait dans les GN?» ou, ça, c'est pas mal, c'est pas mal développé dans l'article de Lucie Choupeau le jeu de rôle grandeur nature en manifeste, donc qui analyse ce que les manifestes ont apporté au GN. Mais c'est cette idée de dire, de casser aussi les définitions de ce qu'est un jeu de rôle, de ce qu'est un GN, et dire, bah, en fait, si on enlève ça ou si on rajoute ça au GN, c'est toujours du GN. Et pareil pour le jeu de rôle, quoi. Et Oui, donc, bah on part d'un loisir entre guillemets figé, je mets des énormes guillemets, à un loisir, qui devient mutant, quoi. oui, c'est cet article qui est sur ElectroGN d'ailleurs, electro-gn.com, nos partenaires, nos amis, on les salue. Oui, effectivement. Bah, alors, on pourrait mettre ça en parallèle du fait qu'il y a encore des gens qui essayent de faire du gène pour tout le monde. Comme en jeu de rôle, il y a cette fameuse idée du système de jeu universel. C'est-à-dire du système du fait que bah, tu prends Du que jeu tu générique, ouais. m'adaptes Ouais, ouais. du jeu qui permettrait de faire
de jouer tous les genres, Mmh. de Alors, si tu faire me permets, toutes les campagnes qu'on veut. ouais, il y a 2 choses, en fait. Il y a le jeu générique, qui est une chose, que c'est à peu près ce que tu décris, et il y a le design inclusif. Alors bon, j'ai un peu plus défendre le design inclusif parce que, je m'inscris un peu dans cette scène. En fait, je pense qu'on peut avoir, une identité forte et quand même avoir une démarche d'accessibilité. Ce que n'a pas du tout, par exemple, le pauvre Tourcou, j'arrête pas de taper sur le même, mais bon, vu qu'il est très prétentieux, je pense qu'on peut y aller. Turku, enfin, manifeste de Turku, entre guillemets, la proposition, elle est élitiste by design, quoi, avec notamment le vœu de chasteté qui implique que quand tu joues, tu dois pas faire attention au fait qu'il y a des débutants, tu dois juste jouer à fond ton personnage. Le terme de sécurité émotionnelle n'est jamais mentionné hein, dans le manifeste. Bon, après, c'est un peu anachronique. Il y a juste Oui, sécurité physique qui est mentionnée. Et encore, parce qu'il préconise que c'est quand même bien de se taper pour de vrai, du moment qu'on pense que ça dépasse pas certaines quantités de douleur, quoi. oui. Bah, alors, effectivement, la grande invention théorique qui va venir après l'âge d'or des manifestes, c'est toute l'idée de sécurité émotionnelle et de sécurité de manière générale. Et c'est d'ailleurs un point qui est soulevé dans le problème général de l'indexicalité. À savoir que si on crée des gènes basés sur la formule si tu peux, tu peux, donc qui est notre traduction de what you see is what you get. Donc l'idée que bah, si on veut que son personnage fasse une action, et ben c'est à la joueuse de Il le l'a fait faire. si c'est possible, ouais. Mmh. Et bah, le contre-coup de ça, c'est si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et que du coup, il y a plein de choses qui ne sont de fait pas possibles en indexicalité dans Ouais, c'est ça. Et donc ça implique notamment le what you see ou the what you get, ça implique un certain validisme. C'est-à-dire que, par exemple, bah, si tu ne peux pas courir, tu ne peux pas courir, quoi. oui, Et donc, en fait, quand les notions de sécurité émotionnelle et de sécurité physique et d'inclusion des publics divers, que ce soit les publics issus de minorités, mais aussi les débutants, ou la cohabitation de joueurs avec des envies de jeu différentes. Bon, bah, par exemple, sur le fait de pas pouvoir courir, on va patcher ça en disant: «Tu peux faire une déclaration verbale en disant: "Mon personnage court", quoi». Heu et ça, évidemment, tu peux pas le faire dans un GN Dogma, quoi. oui. Bah, pour donner un exemple, moi cet été j'ai participé à une session de 60 Miles to Benghazi, Mmh. qui est un GN qui se déroule sur la dune du Pilat, qui est un GN randonnée, on pourrait dire, dans lequel on déambule, on fait plusieurs kilomètres de marche sur la dune du Pilat. Et c'est de fait un GN qui est complètement inaccessible à toute une catégorie de gens à mobilité réduite. Moi-même, j'ai eu de grandes difficultés à monter la dune, mais si on le faisait n'importe où autre part, ça n'aurait pas de sens. Mmh mh. Ouais, C'est-à-dire que oui, c'est pas pour dire que des GN spécifiques et même pour le coup, bah, validistes, hein, enfin, par design, c'est pas pour leur dénier le droit à exister, c'est très, très bien que ça existe, heu, moi-même j'adore, enfin, le concept de GN rando, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. mmh Mais bon, en fait, l'idée c'est que, on va aussi essayer de développer des scènes qui, pour le coup, sont plus accueillantes, pour des publics, ce qu'on appelle les publics empêchés, quoi. Heu oui. et ça implique du coup, d'avoir, des choses, et notamment ce que je ressens dans les vieux manifestes, je parle sous ton contrôle, tu seras peut-être pas d'accord, mais c'est qu'il y a quand même pas mal une politique de l'auteur, quoi. On sent qu'il y a un peu un esprit nouvelle vague, dans le sens où, entre guillemets, la personne qui a la vérité sur ce que doit être l'expérience, c'est l'orga slash, la personne qui a écrit le jeu, quoi. Absolument. Il y a OK. c'est un des points, du dogme Mmh. 99, si je le retrouve. C'est, les auteurs doivent être tenus pour responsables de l'ensemble de leur travail. Et Mmh. effectivement, c'est un c'est une vision des choses qui met, les auteurs au centre au centre des choses. Mais comme, Voilà. parce qu'ils s'inspirent de manifestes artistiques qui mettent les artistes au centre des choses et qui mettent Mmh, mmh mh. le geste de l'auteur
Il y a un petit côté viriliste aussi. C'est-à-dire que le fait de bomber le torse en disant nous, ce qu'on fait, c'est mieux, Ouais, c'est l'auteur nous, ce qui avec était un fait H avant, c'est moins majuscule. bien. Voilà, c'est une posture et une posture qui est très trouvée assez. Mais qui sera très présente dans la Forge à la même époque, hein. Oui, absolument. Quelque part, je pense qu'à un moment c'était nécessaire, dans le sens où il est possible que la notion d'auteur était peut-être sous-évaluée dans ces milieux-là à l'époque-là, comme elle l'était au niveau du cinéma au moment de la Nouvelle Vague. Quand la Nouvelle Mhm. Vague explique que les films doivent être des films d'auteur, c'est parce qu'il y a effectivement une sous-évaluation de la place du réalisateur en fait dans le film. Mais en fait ensuite il a fallu dépasser ça. C'est-à-dire que les scènes, il y a pas mal de scènes de GN actuelles, bon, en tout cas c'est celle qui me parle le plus personnellement, où comment on va impliquer beaucoup plus les joueurs dans le processus, dans la co-construction de l'expérience, euh, et ça peut aller jusqu'à des principes de participation radicale, quoi. Alors, pour moi, c'est aussi une réaction à autre chose, qui est une espèce de d'évaluation du travail d'écriture et d'organisation. C'est que Ouais. moi, il y a plein de GN dans lequel il y a des joueuses qui ont passé un mauvais moment. En gros, le GN n'était pas terrible, et on leur répond oui, mais de toute façon, si t'es un bon joueur, tu crées ton propre jeu. Il y a un peu l'idée que le rôle des orgas, c'est en gros de louer le terrain, Mm. d'envoyer les invitations et de lâcher les joueurs, ce qui est une vision très passive de l'auteur. Et il y a beaucoup de même, je vois beaucoup de discours sur les blogs d'auteurs et d'autrices de jeux de rôle qui sont très opposés à l'idée en jeu de rôle sur table que le système n'est pas important, en gros. Où ils disent Ouais, non, mais mais je pense moi ça il y a fait. moyen de se, je pense qu'il y a moyen de se rejoindre au milieu en fait. C'est-à-dire que, à mon avis, le dispositif idéal, il implique en fait un engagement optimal de tout le monde. C'est-à-dire un engagement, bien sûr, de l'auteur à proposer un, un jeu qui soit bien, quoi, qui soit bien, mais qui ait des espaces de liberté, ça c'est très important. Donc c'est plus les jeux dirigistes parce que c'est l'auteur qui a la vérité sur c'est quoi la bonne expérience. C'est des jeux ouverts, mais des jeux qui sont bien designés pour autant. Et pour moi, ça doit se combiner quand même avec un principe d'investissement, bien sûr, à hauteur de nos moyens, de nos connaissances, de notre capacité de jeu et tout, mais un investissement des joueurs aussi à ce que l'expérience, elle soit bonne, quoi. Et c'est en fait si tout le monde fait des efforts, en fait, c'est bête à dire quoi. Mm. C'est en fait si tout le monde fait des efforts, je pense que c'est là où on a la quintessence de ce que peut être une bonne expérience. Bah, c'est la question de l'espace qu'il faut donner. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un trop plein, il peut y avoir trop de vide. C'est-à-dire que si le gène c'est juste bah, Mmh. ça se passe, c'est ce jour-là sur ce terrain-là et non, bah, vous faites vos propres personnages, Mmh mh. vous faites vos propres intrigues, bah, on a un peu, enfin, Mmh. on peut envie de dire, mais Ouais, ouais, pourquoi on paye sa taf? ouais. Sur j'ai créé un GN qui s'appelle Les Cendres. Alors c'est un GN qu'on peut rejouer, donc il y a eu plein de sessions différentes, quoi. Et c'est presque un manifeste, enfin ça décrit quand même une façon de jouer assez précise. Et il y a la notion en fait que l'auteur va avoir, surtout, la main sur la direction artistique. Et donc tu peux créer ton propre personnage, mais à partir de briques qui sont pré-rédigées. Donc en fait, quand bien même tu as un espace de liberté au niveau moment de la création de ton personnage, tu t'inscris quand même dans un canon esthétique, dans un canon dramatique qui a été assez finement designé par, par l'auteur, quoi. Et ensuite, en cours de jeu, il y a des events qui sont programmés, mais qui sont, entre guillemets, des propositions si on n'a pas assez à jouer, en fait. C'est-à-dire que si, en fait, si l'élan de ton personnage et l'interaction avec les autres suffit, il est possible que les events préprogrammés par l'orga soient sous-joués. Et c'est pas grave, en fait. Les events sont juste des garde-fous si, ah bah, ça manque de jeu, bah paf, un event arrive.
En plus, bon, généralement, les events, c'est rarement, enfin, c'est assez peu des trucs où c'est des orgas qui font des trucs. C'est plutôt des événements qui sont timés dans l'agenda des personnages. Les personnages savent qu'à telle heure, il y a une fête, à telle heure, il y a un procès et tout. Alors, je pense que cette notion de responsabilité de l'auteur, elle a une Mhm. autre dimension, à savoir que la dimension d'acceptation de la critique. Il y a l'idée dans le dogme, c'est dans Turku, je crois, que si un gène se passe mal, il faut l'arrêter tout de suite et faire un debrief. C'est-à-dire qu'il faut que les auteurs ont un devoir de réflexion, de recul sur leur œuvre et aussi de critique. Et ça, c'est très important. Euh, dans le gène nordique, on va aussi se mettre à critiquer, ce qui n'a pas forcément un sens négatif, hein, mais on va se mettre à revenir sur son expérience, écrire sur son expérience, prendre du recul sur ce qui s'est passé. Oui, il y a un peu un Et côté labo GN, quoi. C'est-à-dire, un GN, c'est forcément conçu comme un crash test qui doit être questionné, comme tu dis, qui peut être arrêté en plein cours si ça marche pas, et débattu tout de suite. Ouais. les retours d'expérience qui sont notamment publiés sur Electrogène assez souvent sont une vraie invention pour le coup de la scène nordique. À Mm. savoir que le but étant d'éviter un peu la complaisance. C'est-à-dire que enfin si vous allez à un GN qui est organisé par des amis, par des gens que vous trouvez très sympas, mais qui est pas terrible, bah vous allez avoir tendance à dire non, mais si, mais c'était pas mal, en fait, on s'y amusait, somme toute. Alors que une posture artistique va dire non, mais dans ton retour d'expérience, je veux que tu me dises vraiment ce qui s'est passé. Je veux vraiment que tu me dises ce qui peut, enfin, je veux que tu me dises ce qui s'est mal passé pour que je puisse vraiment faire un travail d'amélioration derrière. Ouais, c'est ça. C'est Amélioration, soit pour proposer une nouvelle session, soit pour les prochains jeux, quoi, qui seront pas sur le même thème, mais quand même pour améliorer sa pratique en général, quoi. Mm. C'est ça. Il y a une idée de progrès. Mm. Il y a une idée de que la forme du gène, de manière générale, doit Mm. avancer. Alors, Après, à dans nouveau, quelle direction ça se situe? ça reste de la politique de l'auteur et c'est l'auteur Oui, doit progresser et les joueurs sont des espèces de rats de laboratoire. Et à nouveau, je pense que au XXIe siècle, on va plutôt se diriger vers aussi la question que tu vas avoir des joueurs qui sont consuméristes ou qui ont des comportements de jeu toxiques ou tout simplement qui font des fautes de jeu enfin voilà, qui jouent mal. Enfin, c'est c'est possible de jouer mal, hein. Euh, et même en toute bonne foi. Et donc, on va arriver sur. C'est déjà un peu prévu dans les manifestes, peut-être comment ça s'appelle, Turku, t'as les vœux de chasteté qui s'adressent aux joueurs. Donc c'est quand même cette idée que on propose quelque chose aux joueurs, quoi. Mais la question c'est est-ce que vraiment après les personnes sont évaluées là-dessus, je sais pas. Euh, et donc je pense que ça c'est quelque chose qui va arriver plus tard, quoi. Où on va aussi questionner la pratique des joueurs, le rapport à l'expérience, et cette notion de progression, d'évolution va aussi s'appliquer aux joueurs et pas uniquement aux auteurs, quoi. oui, oui, effectivement. Bah, après, c'est aussi le fait que on perçoit ces scènes-là, la scène nordique des années 2000, d'après les documents qui restent, à savoir ces manifestes qui sont écrits du Oui. coup par des gens qui sont impliqués là-dedans, qui participent au Knutpunkt, qui ont posé des congés payés pour participer à ces environnements-là. Et de fait, enfin, c'est comme dans le jeu de rôle aussi. Le jeu de rôle sur table, on peut principalement étudier le jeu de rôle sur table à partir des bouquins de jeux de rôle publiés, à partir du texte qui est Mm, publié, mm, mm. qui donne forcément beaucoup plus de poids à la voix des gens, à la voix des auteuristes. Mm. Mais ce qui va se passer au XXIe siècle, c'est que les joueurs vont prendre également la plume, quoi. Tu prends dans Oui, l'Arctic Play to Lift de Nordic Laft, Nordic LARP, c'est un peu ça. C'est-à-dire, nous, en tant que joueurs, indépendamment de dans quel jeu GN on se trouve, voici comment on veut jouer, quoi. Voici une proposition, voici des pistes d'amélioration, quoi. oui, bah, c'est Nordic LARP publie de plus en plus d'articles qui sont écrits par des joueurs. Ouais, ouais. Enfin,
enfin, des joueuses en général, sur le fait de vouloir comment interpréter certaines choses, etc. Ouais, ouais. Alors si tu me permets, j'aimerais un peu dérouler, enfin on l'a déjà un peu dit, mais bon, grosso modo, moi j'ai l'impression que grosso modo les manifestes, ils peuvent être vus comme des positions esthétiques ou artistiques qui en fait qui ont façonné la pratique bien au-delà de leur portée première. Et en fait, j'en veux pour exemple l'article qui est sur PTG-PTB, la 6 cultures de jeu. L'auteur de l'article présente les 6 cultures du jeu de rôle, hein. Je précise du jeu de rôle sur table, c'est ça qui est intéressant. Et donc il dit, il y a le tradi, il y a le néo-tradi, il y a le classique, c'est-à-dire vraiment jouer à Donjons et Dragons tel qu'il était dans les années 70. Il y a l'OSR, il y a, je crois, il y a les story games, il dit. Et la sixième culture de jeu, c'est là où ça devient intéressant, c'est le GN nordique. Au début, quand j'ai lu l'article, je te cacherai pas que je me dis, mais il dit n'importe quoi, le GN nordique, ça peut pas être une culture du jeu de rôle sur table, puisque c'est du GN. Et en fait, j'ai une petite anecdote qui m'a fait comprendre là où il voulait en venir. Récemment, j'ai fait une partie d'un jeu de rôle sur table qui s'appelle Ce qu'il nous reste. Donc, c'est un jeu de rôle très drame, et en l'occurrence, le scénario, c'était du drama contemporain. On jouait une fratrie qui devait tenir un bar et il y avait tout un tas de problèmes. Et à la fin de la partie, il y a un joueur, il me dit: «Ah bah là, on a vraiment fait un GN, quoi». Et alors c'est pareil, au début, je me suis dit: «Mais il dit n'importe quoi», enfin, et en fait, je pense qu'il m'a dit ça parce qu'il avait jamais expérimenté dans le jeu de rôle sur table, le fait de faire du drama, contemporain, essentiellement basé sur le roleplay et tout, et alors que c'est quelque chose qu'il avait certainement beaucoup plus expérimenté en GN. Et que du coup, cette culture qu'on a en jeu de rôle qu'on appelle le drama, en fait, hein, eh bien, vient très certainement, quand même à la base du GN nordique, quoi. Alors, cette question de la frontière exacte entre, le jeu de rôle sur table et le GN, c'est une question très épineuse, hein, même qui est abordée dans les manifestes. Alors, Mmh. d'ailleurs, je tiens à souligner que dans cet article-là, du coup, les 6 cultures de jeu, Six Cultures of Mmh. Play, l'auteur, dans la version originale, parle de role-playing game, il ne dit pas tabletop, Mmh, d'accord, ouais. ce qui est ambigu. Heu, pour Oui, mais ça moi, reste bizarre parce que pourquoi il dit GN nordique, mais pas GN dans son ensemble, tu vois? parce que je pense qu'ils considèrent que le GN, déjà aux États-Unis, enfin le GN Mmh. américain est très distinct et est très, très, médiéval fantastique avec des combats. Ouais, Medbourg, ouais. Ou pour moi, je pense qu'ils considèrent qu'il y a pas de différence fondamentale entre la culture, D&D sur table et la culture de ces GN-là. Ouais, je pense que ça peut être dire que soit ce qu'il appelle tradi, en fait, ça va inclure le GN américain, quoi, en gros, enfin le GN Medbourg, Oui, je comme on l'a pense. aussi en Europe, hein, et peut-être aussi que ça veut dire qu'en fait, il estime que le GN Medbourg n'a pas influencé le jeu de rôle, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le GN Medbourg qui s'inspire du jeu de rôle sur table, hein. Oui. Désolé, hein, c'est vrai que j'ai toujours tendance quand je dis jeu de rôle, j'ai toujours tendance à penser sur table, hein. C'est une déformation, mais et qui pense que par contre le GN nordique, lui, a réellement influencé, le jeu de rôle sur table. Oui, bah, je pense que la frontière est beaucoup plus poreuse, qu'on ne le croit. Historiquement, la distinction nette entre jeu de rôle sur table et IGN, elle est très, très récente. Pour moi, elle apparaît dans les années 2000. Quand on lit, la première édition de Vampire la Mascarade, par exemple, c'est quoi le scénario qui est à la fin du bouquin? Il y a un scénario pour, faire découvrir le jeu de rôle à ses amis et qu'est-ce qu'on nous propose? C'est, de prendre d'inviter les gens chez soi, d'engager, 2 ou 3 amis pour jouer des personnages, qui vont jouer des personnages, entièrement, avec tout leur corps, pendant la soirée et de pas se mettre sur table, d'avoir, le livre à la main pour référence, mais du coup, en gros, dès que les joueurs, passeront le pas de la porte, ils seront dans leur personnage et ils devront entièrement jouer leur personnage et interagir avec des gens qui joueront les PNJ. Bah, ça, c'est du GN Mmh. et l'idée, par exemple, des scènes jouées entièrement en jeu de rôle sur table, c'est très courant. Les fameuses actions de jeu, par exemple,
quand un PNJ dans la fiction d'un jeu de rôle sur table vous propose de boire quelque chose, bah, le MJ sort une véritable coupe et verse de l'eau dedans pour le donner Ouais, c'est ça. physiquement au C'est-à-dire joueur. que Ça a en toujours jeu de rôle existé. sur table, il y a il y a un peu, il y a tout, il y a un peu d'indexicalité, il y a un peu de corporalité aussi. Enfin, le fait de faire les gestes de son personnage, ça existe effectivement aussi en jeu de rôle sur table. Donc il y a effectivement des éléments communs avec le GN, quoi. Et puis bon, de toute façon, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ce gradient entre abstraction et simulation, illusion, il est aussi présent en GN, quoi, avec des GN hyper abstraits. J'imagine que certains gipformes avec juste du scotch pour marquer où on joue, je sais pas, si tu joues le personnage d'une pièce shakespearienne, mais en habit contemporain, avec du scotch pour marquer les espaces de jeu, quelle différence avec un jeu de rôle sur table, quoi, et assez minime, quoi, bien sûr. Alors il y a une tradition dans les milieux des américains de jouer, sur table en costume, par exemple. Ouais. Et alors, cette distinction très nette, en gros, elle vient du gène nordique. Enfin, pour moi, ce Mhm. sont les gens du gène nordique qui ont ressenti le besoin de faire une distinction. Mais alors, par exemple, si on prend la définition du manifeste Dogme 99 du jeu de rôle grandeur nature. Qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle grandeur nature? Ils nous disent quand on enlève toutes les scories qui viennent du jeu de rôle sur table. On obtient cette définition. Un grandeur nature est une rencontre entre personnes qui, à travers leur rôle, interagissent dans un monde fictif. Et ça, c'est fascinant, parce que ça marche pour les deux. Ça marche pour le gène et pour le jeu de rôle sur table. C'est-à-dire que même le dogme 99, qui est peut-être le plus radical, qui essaie vraiment de faire les distinctions entre les choses, arrive à une définition qui marche aussi pour le jeu de rôle sur table. Ouais, c'est intéressant. Pour moi, comme beaucoup de choses, c'est un gradient. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les GN, bah, comme le veut le dogme 99, où il n'y a aucune description, où on fait vraiment les choses, donc on est en si tu peux. Mais il y a aussi tout un panel. Par exemple, t'as plein on a tous fait un GN où à un moment, un des orgas où il faut faire comprendre au joueur qu'il y a une scène qui ne peut pas être représentée visuellement. Et du coup, il y a un orga qui dit bon, alors là, vous fermez les yeux et il y a un personnage qui se téléporte dans la salle. Et voilà, il est là. Ouais, c'est ça, ou sinon on fait des black box. C'est ça. Pour Ouais, moi, ouais, bien ce sûr. sont Il y a des éléments d'abstraction, ouais. des formes intermédiaires. Alors, si vous Ouais, avez ouais. Bah, joué j'ai à... même fait des GN où des fois on sortait dans un couloir avec l'orga parce que notre personnage se baladait dans la pampa et en fait on jetait des dés, quoi. Ah, mais exactement. C'est comme ça que ça marche de manière pratique dans le Manzai Theater, donc la Mm. version jeune de Vampire. Hein. C'est que les trois quarts du temps, on joue juste son personnage, on fait des interactions, on fait Ouais, c'est ça. éventuellement des chiffous pour Ouais, résoudre les tests les plus simples. ouais. Mais dès qu'il y a un combat qui dure plus de 2 tours, il faut juste que toutes les personnes concernées aillent dans la pièce d'à côté et on fait des tours sur En, table, quoi. en CD, ouais. Ok, ouais, ouais, ouais. Alors, j'aimerais qu'on passe au débat sur le caractère artistique des manifestes. On a expliqué que les manifestes s'inspiraient justement du courant des manifestes artistiques. On a cité le surréalisme, par exemple. On a dit aussi que des fois, ils s'inspirent de manifestes politiques, comme le manifeste du Parti communiste. Et en fait, ça me renvoie à une polémique récente qu'il y a eu sur le podcast La Cellule, où en fait, il y a Valentin T, qui est épistémologue, et qui appelle à ce qu'il y ait une véritable analyse scientifique du jeu de rôle, quoi. C'est-à-dire que il se porte en comment il critique la théorie rôliste dans ses développements actuels et précédents, en disant que ça reste quelque chose qui est en fait composé de manifestes artistiques et qui voudrait en fait qu'il y ait une analyse plus scientifique de ce qu'est l'activité jeu de rôle, quoi. Pour autant, bah, en fait, l'objection que moi j'ai envie de lui donner, c'est que les manifestes artistiques, ils ont largement, finalement, défini notre pratique. Ils ont largement façonné notre pratique. Et donc, on peut pas les écarter d'un revers de main parce qu'en fait, ils créent le réel qu'est l'activité jeu de rôle, quoi. Donc, même si tu veux avoir, je pense, une analyse scientifique du JDR, ben,
tu peux pas balayer d'un revers de main le fait que le JDR est en partie, et j'insiste sur le en partie, fondé sur des partis pris artistiques, quoi. Bah, je sais pas. Alors, je n'ai pas écouté, le numéro de la cellule dont tu parles. Ouais. Bah, mais je pense que ça dépend de l'angle, vers lequel on s'attaque au problème. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait faire une analyse sociologique du jeu de rôle, en regardant, qui joue au jeu de rôle, comment, à quelle, classe sociale est-ce qu'ils appartiennent? Mmh mh. Est-ce qu'il y a une parité dans les groupes? On peut, étudier ça d'un point de vue économique, au niveau de Ouais, l'industrie du jeu de je rôle, pense de la que, taille des acteurs. bon, d'après les échanges précédents qu'on a eus avec Valentin T, je pense que lui, son intérêt, c'est quand même plus, le fonctionnement d'une partie. Donc c'est quand même plus, du game design, on va dire, quoi. D'accord. Heu, mais, à nouveau, je pense que le game design rôliste, il est en partie fondé sur des partis pris artistiques. Donc c'est un peu difficile d'en faire l'économie. Tu veux étudier de façon objective, comment fonctionne une partie de jeu de rôle, quoi. Bah, c'est intéressant. Bah, après, tous les arts ont une part de technique, Mmh. qui, a pour trait à la science. Par exemple, si on prend le cinéma, dans le cinéma, il y a énormément Mmh. de gestion de la lumière, de géométrie. Il y a le fameux, une anecdote célèbre sur l'effet Kuleshov. L'effet Kuleshov Oui. en cinéma, en montage de cinéma, c'est l'idée que, si on met, 2 plans l'un après l'autre, il y a un 3e sens qui est créé. Donc par exemple, si on prend, un plan d'un acteur de face qui a juste une expression neutre et qu'on met derrière, un plan d'un enfant malade, d'un sandwich ou d'une jolie femme, et ben, on va donner un sens différent au regard de l'acteur, même si c'est exactement le même plan. Ouais, du Alors coup, si tu veux parler de technique, là, on pourrait parler que grosso modo, ça va utiliser des ressorts, psychologiques, quoi. Alors, moi, dans les réflexions que je vois sur les auteurs, il y a aussi il y a l'idée des statistiques, par exemple. Choisir, si on a un mécanisme de résolution de dés, on peut faire plein de choses avec des dés. On peut obtenir plein de courbes statistiques différentes. Heu, Par exemple, 2 d6, c'est fondamental a une courbe statistique fondamentalement différente de 1 d6 fois 2. Et que du coup, il y a, toute une technique à avoir et du coup un peu une connaissance à avoir des courbes statistiques Ouais, et pour puis ça, choisir on au peut le mieux relier à des son parties pris mécanisme de résolution. artistiques. Si tu veux Oui, faire un jeu de rôle, tragique où en fait les personnages, je dis n'importe quoi. Imaginons un jeu de rôle tragique où plus les personnages, s'approchent de leur objectif, plus l'objectif est inatteignable. On pourrait avoir une sorte de courbe de probabilité du dé qui s'effondre au fur et à mesure qu'on avance dans la partie, quoi. Et exactement. donc en fait, on va utiliser les maths, en fait, pour servir une intention artistique, quoi. C'est ça. Par exemple, dans Donjons& et Dragons actuellement, il y a l'idée que, les tous les combats doivent être équilibrés pour que les personnages gagnent, en gros. Parce que c'est un jeu, globalement, fait pour, être un peu un fantasme de puissance et qu'il Ouais, faut c'est une ça. Et donc, si on progression. considère que le fantasme de puissance et l'héroïsme, c'est une intention artistique, Oui. alors on pourrait en débattre, hein, est-ce que c'est vraiment une intention artistique? Mais si on considère que c'en est une, eh bien oui, les maths sont au service de cette intention, quoi. Effectivement, et si on veut un jeu plus chaotique, potentiellement plus humoristique, on peut avoir, des gros effets de coups critiques avec des tables aléatoires, par exemple, comme dans, Warhammer. Mmh mh. Alors, par contre, je voulais du coup me contredire, assez rapidement sur le fait que, bah, je pense qu'il y a quand même pas mal de manifestes qui ne sont pas de nature artistique. Et l'exemple, qui me vient le plus en tête, c'est, le manifeste de l'effet papillon je crois que c'est Sarah Lynn Bowman, je vérifie. Et le manifeste de l'effet papillon, c'est un manifeste donc, de GN, un peu récent et qui parle du GN comme le GN est une expérience transformative, c'est-à-dire c'est une expérience qui nous bouleverse, qui nous fait évoluer dans nos préjugés, notamment idéologiques, politiques. Et en fait, le principe du manifeste de l'effet papillon, c'est plutôt que ça soit entre guillemets un effet secondaire du GN, on veut que ce soit l'effet primaire, c'est-à-dire on va designer des expériences qui ont vraiment pour but d'opérer une transformation forte chez les joueurs,
Donc ça fait un peu penser au théâtre de la cruauté, ça fait un peu penser aussi à du serious game, hein, à des GN de sensibilisation, euh, ou tout simplement à des GN qui auraient pour but, si on enlève un peu l'étiquette politique, pour but de bouleverser, transformer les personnes. Elle parle aussi de développement personnel, euh, donc voilà. GN transformatif, il y a quand même pas mal ça recouvre pas mal de champs en fait. Mais je trouve que pour le coup, je vois pas d'intention artistique. Pour moi, c'est quand même un manifeste qui est globalement un manifeste plutôt politique, ou en tout cas expérientiel. Euh, j'ai essayé, j'ai fait personnellement plusieurs tentatives de refonte de la GNS, et il y en a une que j'ai proposée qui est le jeu de rôle, ça peut être un jeu, un art ou une expérience. C'est un peu le, le triptyque que j'ai développé, sachant que personnellement, je pense que la forme jeu, art et expérience peuvent cohabiter au sein d'une même partie, mais elles peuvent aussi, au contraire, on peut se spécialiser, quoi. Ça dépend de nos intentions ou de nos maladresses. Et bah, par exemple, le manifeste de l'effet papillon, je classerais beaucoup plus dans l'expérience que dans l'art, quoi. C'est-à-dire, en fait, on vise plutôt de produire un effet sur les joueurs que d'avoir une expression symbolique, quoi. Mmh. Bah, comme, je pense que même sans aller jusque-là, si on garde l'idée du JDR en tant qu'art, il y a aussi l'idée de savoir à quel point se crée l'art. Heu, Est-ce que la création, elle se fait au moment de l'écriture jeu de rôle? Est-ce qu'elle se fait au moment où jeu de rôle est interprété? Bon, pour moi, c'est les 2. Oui, Comme au plus exactement, c'est un continuum, c'est-à-dire que tout contenu artistique d'un jeu qui n'a pas pour finalité de rendre la partie artistique, c'est bon à jeter en fait. Et voilà, donc il y a un continuum entre les efforts artistiques produits par l'auteur et les efforts artistiques produits par les joueurs, quoi. Oui, mais Et l'un bon, doit être au enfin, service de l'autre, quoi. du coup, quelle différence est-ce que tu mets entre, l'art et l'expérience? Euh, eh bien, en fait, l'expérience, c'est l'idée de proposer aux joueurs, eh bien quelque chose de très premier degré, en fait. C'est-à-dire, on va te proposer un cadre, dans lequel tu vas pouvoir, tu vas pouvoir te plonger, viscéralement sans chercher, eh bien à faire du play to show, quoi. Donc c'est très, Mmh. je trouve que le GN transformatif, c'est très turcu en fait. Euh, alors tu vas avoir un script parce que par exemple, je pense dans le GN transformatif, il y a beaucoup cette idée de jouer des personnes qui ne sont pas toi pour expérimenter ce que ça fait et pour te bouleverser. Et en ça, c'est pareil, également très proche de Turku, hein, parce que Turku dit à peu près la même chose, hein. Puisque Turku explique que ouais, a exactement ce même but, hein, de faire évoluer la personnalité des joueurs, quoi. Dans l'idée en jouant quelqu'un d'autre, tu vas expérimenter des possibilités de toi que tu vas ensuite choisir de garder ou de retirer. Et donc, tu as des techniques de débriefing dans Manifeste de l'effet papillon euh, qui sont très turcu compatibles, qui est de qu'est-ce que tu vas, tu sais, à la fin, qu'est-ce que tu vas garder de ton personnage et qu'est-ce que tu vas laisser, quoi. Oui, Et c'est très dans l'intériorité. voilà. Tandis que le GN artistique, alors il n'exclut pas d'avoir des émotions fortes et d'avoir des moments de bleed, mais le but, il est quand même de produire ensemble une œuvre. Et donc il y a notamment la fameuse notion de play to show, hein, que t'as, et cette idée que les joueurs ont certes une partition. Enfin, en fait, le script, notamment la feuille de personnage, c'est une partition. C'est pas un cadre ou une cage comme dans les jeux à expérience, quoi. Et l'idée, c'est que tu vas jouer au-delà de cette partition pour apporter ta propre contribution artistique. Et voilà, cette notion ce qu'on appelle aussi le mode auteur, quoi. Donc, il y a beaucoup de recul en fait dans la pratique artistique et il y a vraiment une importance de l'esthétique et de la symbolique qui n'est pas forcément présente dans le jeu à expérience. Oui, c'est un peu l'idée de créer une œuvre qui soit distincte. Enfin, c'est un peu l'intérieur et l'extérieur. Ouais, c'est ça. D'accord.
Oui, Et dans effectivement, le c'est manifeste de l'effet papillon, bah, notamment aussi en termes de brief, on va largement te briefer sur le fait que le but du jeu, c'est de t'accompagner dans une transformation personnelle, de te bouleverser, de te pousser un peu dans tes retranchements, qu'il va y avoir ensuite des techniques d'aftercare et tout. d'accord. Bah, il y a ce qui est intéressant, enfin moi, ce que je trouve très intéressant dans GN, c'est qu'il y a un côté beaucoup plus collectif, que dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que on peut faire du GN de manière logistique, à beaucoup plus qu'on peut faire, du jeu de rôle. Du coup, si on prend la définition du tome 99, donc le grand narrateur est une rencontre entre personnes. Ce qui est intéressant parce que déjà, c'est une définition qui interdit le jeu de rôle solo, ce qui est intéressant. Enfin, on pourrait dire que, le jeu de rôle expérience, il pourrait quasiment se faire tout seul, si Bien on sûr, bien sûr. voulait si on voulait porter, Ouais, ouais, de manière générale, un jeu de rôle le solo qui va te bouleverser ou qui va en tout cas te faire vivre un truc, qui va te faire: «Ah, qu'est-ce que c'est que» entre guillemets, «qu'est-ce qui se passerait si tu étais un astronaute, dans une navette à la dérive?» Ouais, ouais, tout à fait. qui est intéressant parce qu'il y a des formes, enfin, on pourrait dire aussi que l'essence du jeu de rôle de manière générale, c'est l'interaction entre les gens. Mmh. Et que du coup, est-ce que le monologue est une forme de GN? Ouais, alors, c'est une grande question. Je sais pas si on a le temps de la traiter. Bon, il y a des Non. GN solo, hein, il y a plein de GN solo, je pense à Brave Sparrow, par exemple, où tu joues, de mémoire, je crois que tu joues une personne qui se considère, être un oiseau et tu vas aller en ville et tu te comportes comme un oiseau. Après, en fait, c'est cette idée que l'importance du collectif en GN, je pense on peut largement l'importer en jeu de rôle. En fait, avec quelques années de retard, des notions comme le play to lift, ça a infusé en fait dans le jeu de rôle. Cette idée qu'on est co-responsable de la réussite de la partie et tout, c'est des choses qui ont, je pense, qui infusent de plus en plus largement dans le jeu de rôle. Ça vient du GN, mais ça vient d'autres milieux, hein, du théâtre d'impro notamment. Et après, cette idée de pouvoir construire une expérience à plein de joueurs, c'est pareil, c'est une chose qui maintenant est réplicable en jeu de rôle. En fait, il faut emprunter deux caractéristiques au GN. La première, c'est mettre l'accent sur le roleplay. C'est-à-dire que si le ressort principal du scénario, c'est le roleplay entre personnages, bah, en fait, je peux avoir 100 rôlistes et que ça marche quand même. Et le ressort numéro 2, c'est le temps réel. Ressort numéro 2, temps Mmh. réel. Parce que, en fait, c'est vrai qu'en jeu de rôle, on a tendance à pouvoir faire tout un tas d'ellipses, de flashbacks et tout. Mais en fait, ça, c'est ingérable si on est beaucoup, quoi. Donc, en fait, il faut jouer en temps réel. Et le troisième aspect, c'est l'inertie des décors, quoi. Ou en tout cas, à moins d'avoir une armée de MJ qui peuvent gérer l'interaction avec les décors, il vaut mieux pas pouvoir interagir avec les décors. On peut, en fait, tu peux schématiser les décors par des tables de jeu où en fait on se déplace pour dire on est dans ce décor-là, on est entre nous. Ça se rapproche beaucoup de GN abstrait, hein. Mais si tu commences à dire ah bah moi je vais détruire les ruines ou je vais prendre le tableau et tout, euh, eh bien, soit on peut pas le gérer, ou en tout cas parce que c'est la coordination avec les autres dans le théâtre. Si on le gère dans le théâtre de l'esprit, la coordination avec les autres est impossible. Ou soit on le gère en physique, par exemple, si on peut décrocher un tableau, bah faut qu'il y ait une aide de jeu avec un tableau. Mais au bout d'un moment, bah qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que plus on veut pour rendre possible l'interaction avec le décor, plus on doit augmenter l'indexicalité et plus on doit en fait faire du GN, quoi. Oui, bah, alors, moi, je synthétiserais ça un peu par, l'idée du corps aussi. Mm. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui est essentiel dans le GN, c'est les interactions corporelles qu'on peut avoir. C'est le fait que, en GN, on peut être fatigué, on peut avoir froid, Mm, on peut mm, mm, avoir, mm, mm, mm. faire les choses Après, on différemment. pourrait parler de GN virtuel, hein. Alors, oui, j'ai traduit l'article le manifeste des gènes virtuels sur PTG-PTB. Ah, Heu, excellent. effectivement, mais c'est parce que, être chez soi face à une Mm. webcam, du coup, il y a l'idée de l'utilisation de la webcam et du coup de l'espace qui est couvert par la caméra, qui est un peu différent et du coup, c'est pas exactement comme du jeu de rôle, en ligne. Oui, oui, parce il y a des notions d'indexicalité et de corporalité qui sont discutées dans le GN, dans le GN virtuel, quoi. Si tu parles dans la caméra, c'est vraiment ton personnage, c'est la même voix que ton personnage et tout. Ouais, ouais, et puis enfin, il y a plein de trucs enfin, qui font que le GN virtuel n'est effectivement pas exactement du jeu de rôle en ligne. Alors, de mon côté, j'aimerais bien évoquer
rapidement, quelques manifestes plutôt rôlistes ou para-rôlistes, enfin, c'est-à-dire qui parlent de plusieurs types de jeux, un peu récents, parce qu'on a fait beaucoup de trucs un peu historiques, donc j'aimerais qu'on fasse un petit peu plus de 21e siècle. Mhm. Alors, ce serait impossible d'en lister beaucoup, hein, parce que de les lister tous, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a même sur Itch.io, à une époque, il y a eu une manifesto jam. Donc, c'était l'idée, c'est une jam, tout le monde peut écrire un manifeste. Donc, tu t'imagines bien que sur Itch, il y a des centaines de manifestes, quoi. C'est c'est l'invasion totale, quoi. Donc, évidemment, le but n'est pas de les brasser en totalité, je vais juste en présenter quelques-uns. Un qui a attiré mon attention, c'est le Cozy Games Manifesto. Alors, c'est un manifeste transversal, hein, parce que ça parle de jeux de rôle sur table, mais aussi de jeux de plateau, de jeux vidéo, et pourquoi pas de GN, quoi. Et donc, le Cozy Game Manifesto, c'est l'idée d'avoir du jeu cosy, quoi, c'est-à-dire confortable, quoi, en quelque sorte. Et donc, par exemple, dans le cahier des charges, il y a le fait d'avoir des petits mondes à explorer, quoi. Il n'y a pas une énorme map à explorer, il y a juste une petite zone. Et donc, évidemment, aussi, ça implique des durées de jeu quand même un peu courtes, qui n'épuisent pas, en fait, les joueurs. Il y a la notion de faible adversité, quoi. Il n'y a pas forcément de combat ou de grands enjeux, quoi. C'est très, c'est cosy, quoi. Et il y a une notion qui m'a particulièrement plu dans le Cozy Game Manifesto, c'est le respect des auteurs. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur de Cozy Game, l'idée c'est de pas en faire trop, de pas s'épuiser en fait pour créer un jeu. Et donc de s'arrêter en fait quand nos limites physiques elles sont atteintes. Et de ne pas hésiter à livrer des jeux un peu pas finis, entre guillemets, pour s'économiser en fait, pour éviter le burn-out d'auteur, quoi. Mhm. Oui, effectivement. Bah alors, est-ce qu'on met les auteurs, est-ce qu'on met les MJ dedans aussi? C'est parce que moi, dans Je pense le qu'on pourrait largement, effectivement, dans une logique de cozy game, faire attention à la charge mentale des MJ. Parce que dans les discours, que je vois en ligne, il y a beaucoup l'idée qu'il y a une espèce d'épidémie de burn-out, chez les MJ. Que les MJ se sentent obligés en gros d'avoir des histoires, avec, des intrigues personnelles pour tous les personnages. En gros, imiter, ce qui se fait dans les actual play. Ouais, c'est un peu ce qu'on appelle le MJ martyr, quoi. C'est ça. Et du coup, je pense que c'est une réponse à ça. Mm. Alors, c'est intéressant parce que ces 3 points-là, c'est aussi complètement, l'inverse de ce qu'il va y avoir dans l'OSR. Il va, être basé sur le danger, sur le fait La difficulté, ouais, un petit d'explorer peu de le. grands mondes vides Ouais. et l'épuisement productif des Ouais, ressources. c'est ça. Ouais, bah c'est ouais, l'OSR, on va chercher un peu, c'est ce qu'on appelle le hard fun, quoi. Oui. C'est cool parce que c'est difficile, quoi. Tout à fait, ouais. Un autre manifeste qui est assez proche, qui a sans doute eu plus de retentissement également, c'est le Carewave Manifesto. Donc le manifeste du soin ou de ça a été traduit par la manifeste de la sollicitude aussi. Et donc à nouveau c'est un manifeste transversal. Ça vient plutôt du monde du jeu vidéo au départ. Le jeu vidéo Céleste, c'est un peu l'espèce de porte-étendard de ce manifeste. Et c'est une façon de jouer qui est tournée vers le soin, euh, la contemplation, l'amitié. Alors le soin, ça veut dire que la relation de soin, elle est importante dans les interactions fictionnelles. Mais ça veut aussi dire que ça peut être un jeu qui va prendre soin des joueurs. Par exemple, le jeu vidéo Céleste, quand, entre guillemets, ça fait trop longtemps que tu galères sur une plateforme, c'est un platformer Céleste. Il est, en fait, si tu le joues de façon non verrouillée, il peut être assez difficile, quoi, hein. Ça peut être un platformer assez exigeant, mais ce qui va se passer, c'est que quand le jeu voit que tu galères depuis un certain temps, il va t'encourager, dire regarde, t'as déjà fait tout ça, tu peux y arriver, moi je crois en toi. Et puis, bien sûr, tu as toujours la possibilité de rebasculer sur un mode un peu plus facile, tu vois. Donc après c'est un peu comme dans les escape games, le fait que tu puisses demander des indices et tout, cette idée que bah, il y a une sollicitude du jeu vers les joueurs, quoi. Ok, en fait, si c'est trop dur pour toi, c'est pas grave, tu peux prendre une pause, tu peux demander un indice, tu peux demander tu peux baisser la difficulté du jeu en temps réel, ainsi de suite, quoi. Mmh. Et donc en jeu de rôle, évidemment, ce manifeste, il va bien sûr être très convergent avec
tout le mouvement autour de la sécurité émotionnelle, mais pas uniquement, parce que il va aussi apporter des thématiques de jeu différentes, telles que effectivement l'amitié, c'est-à-dire par exemple cette notion de plutôt que de le manifeste Kerwave, donc comme tout bon manifeste se met en opposition des tendances précédentes, et donc il dit bah, les tendances précédentes du jeu, c'est le fight or flight. On te présente un défi, et soit tu dois essayer de l'éviter, soit tu dois le combattre. Et en fait, nous, le défi qui est présenté dans le Carewave, c'est le Tend and Befriend. Ça veut dire se rapprocher, socialiser et nouer des liens. Et s'il y a des conflits avec des entités, eh bien, ça va être résolu par le dialogue et l'empathie, quoi. Mhm. Je continue, sauf si tu as une Vas-y. réaction. Alors, je pensais aussi, alors ça c'est un manifeste vraiment très récent qui s'appelle Je Voidpunk. C'est un manifeste de Kali. Et en fait, le Voidpunk, c'est l'idée de s'intéresser à le Voidpunk, en fait, à la base, c'est un mouvement identitaire qui rassemble les personnes qui se sentent exclues de l'humanité par les autres humains. Et donc, ça va regrouper les personnes LGBTQIA+, mais aussi les personnes racisées, les personnes en situation de handicap ou les personnes neuroatypiques, qui estiment avoir comme expérience commune que d'être déshumanisées en fait par les personnes dans la norme, quoi, ou qui volontairement, entre guillemets, se retirent volontairement euh, peut-être dans une idée de retournement du stigmate, se retirent volontairement l'étiquette de l'humanité. Dire, voilà, moi je me définis pas en tant que personne humaine, je suis autre chose que ça. Et en fait, les jeux Voidpunk, ce sont des jeux qui vont te proposer tout simplement en fait de jouer des personnes non humaines. Euh, ou qui sont dans un chemin vers la non-humanité et qui vont avoir et ça peut aller jusqu'à jouer des entités, tu vois, tu joues une montagne, tu joues un arbre, tu joues la nostalgie, tu vois. Mhm. Bah, c'est très intéressant parce que là, on rentre vraiment dans le contenu des choses, en fait. Ça va être les thèmes abordés et vraiment, on pourrait dire oui, le contenu en lui-même, Ouais, c'est vrai que tu as plutôt raison de que. préciser qu'il est radicalement plus précis en termes de contenu que les autres manifestes qu'on a abordés. Ouais. Bah, c'est-à-dire que la sollicitude et les cozy games, on a vraiment plus l'impression qu'il s'agit de contrat social et Ouais, ça peut se passer dans n'importe quel univers, ça présume pas trop du type d'histoire qu'il va y avoir. c'est ça. Alors que celui-là Voidpunk pour le coup est très précis dans ses thèmes Ah abordés. ouais. Ouais, ouais, je rejoins pas mal ton analyse. Le dernier manifeste que je voulais présenter, alors c'est peut-être celui que j'ai trouvé le plus obscur, le plus difficile à comprendre, mais bon, dans tout manifeste, je pense qu'avant, faut quand même que je fasse un florilège des phrases étranges qu'il y a dans le manifeste du Kerwave, parce que c'est vraiment pépite. Alors désolé, j'ai un peu moqué, mais il y a vraiment alors, donc, manifeste le sollicitude, bon, il y a plein ou du Carewave en anglais, il y a plein de choses très très concrètes et tout, et il y a des choses beaucoup plus bizarres, quoi. Euh, alors, je vais aller vers la fin parce que en fait, il y a toute une série de phrases. euh, il y a toute une série de phrases et il y a des moments, il y a des phrases, tu sais vraiment pas à quoi ça rime, quoi. Donc, la sollicitude nécessite confiance et consentement. Bon, ok, je peux comprendre. La sollicitude est un échange consenti. La sollicitude exige confiance et consentement tout au long de l'échange. La sollicitude prend en compte le contexte. Alors déjà, je sais pas trop ce que ça veut dire. La sollicitude explore et apprend. La sollicitude fait attention. La sollicitude est en recherche et écoute les voix silencieuses. La sollicitude prend ses responsabilités. La sollicitude n'est pas naïf. Il y a des choses bizarres. La sollicitude rétablit l'équilibre des forces. La sollicitude crée et enrichit. La sollicitude agit. Euh, il y a des choses. Il y a plein de phrases un peu bizarres, tu vois, un peu poétiques. Euh, et ça, voilà, qui entre guillemets apporte un petit peu de ridicule dans le manifeste. Bon après, ça reste un manifeste très solide, hein, le manifeste Kerwave. Mais bon, je pense que comme tout manifeste, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une part de surréalisme, voire même de contradiction. Ça me semble important, visiblement. Alors, un point qu'on n'a pas souligné,
Ouais. que je vois en lisant le manifeste de la sollicitude, c'est que les manifestes ont tendance à être très, surtout les manifestes nordiques des 2000, sont très courts. C'est honnêtement une de leurs forces. Turku, ça doit faire, je je les avais imprimés d'ailleurs. Le Ouais. dogme 99, il tient sur 5 pages recto verso. Turku, il est sur pareil. Ce sont des, ils ont l'avantage d'être assez, de pousser à la synthèse, Mmh. surtout, de vouloir être à la synthèse et à la clarté. Parce que c'est l'idée du manifeste politique, quoi. Il faut avoir des slogans, des choses qui, d'aller à l'essentiel. Euh, du coup, c'est alors les mauvais manifestes, ils ont un peu tendance à être une collection de buzzwords en anglais. Mmh. Il faut un peu cocher les cases. Et c'est un peu ce que je reprochais, par exemple, au jour du solarpunk, qui est d'être un peu une collection d'idées et de slogans, sans qu'il y ait vraiment une proposition derrière. Genre, enfin, moi, un peu le problème que je donnerais à la Carwave, c'est autant quand je lis le manifeste du tome 99, je vois exactement à quoi un GN qui suit ses recommandations pourrait ressembler. Autant en lisant le Car Manifesto, je trouve ça beaucoup plus compliqué de s'imaginer comment mettre ça en pratique. Ah, on comprend qu'il faut être gentil, quoi, et que c'est pas gentil d'être méchant. C'est à peu près ce que j'ai compris. Après, effectivement, en fait, pour comprendre le Caire, il faut aller voir les jeux qui s'en inspirent, quoi. Je parlais de Céleste, par exemple, Oui, quoi. Ou il mais faut aller absolument. voir des exégèses ou des résumés qui ont été faits par des commentaires. Faut aller voir les commentaires qui sont faits sur sur ces manifestes-là. Et c'est un peu, ça ouvre, en fait, ça ouvre beaucoup plus large. C'est-à-dire que le dogme 99, on va dire, c'est une scène, voire même une sous-scène, quoi, voire même Mhm. un ou deux jeux, quoi. Et en fait, le Carewave, c'est littéralement la création d'un nouveau genre, quoi, d'un nouveau sous-genre de jeu, quoi. Et donc, c'est très très large, très très ouvert. Et du coup, c'est un buffet garni, quoi, entre guillemets, quoi. Oui, c'est un aspect important des manifestes aussi, c'est que on peut aussi les juger par leurs effets et par les œuvres qu'ils ont créées. Tout à fait, ouais. Le manifeste du dogme 95 au cinéma, on s'en souvient parce que après Winterberg a fait Festen, Ouais, tout à fait. Oui, tout qui est comme, il y a largement Serpent de considéré Cendre comme un pour le dogme chef-d'œuvre. 99, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, enfin, au bout d'un moment, il faut que ça ait des effets. Il faut que quand on déclare une intention, il faut la réaliser derrière. Nous, on a l'air bête. Et Mmh. c'est vrai que moi, je me suis jamais trop penché sur les jeux Carwave et c'est peut-être quelque chose que je devrais faire. Mais c'est vrai que là, immédiatement, heu, c'est vrai que j'ai difficile, enfin, j'arrive difficilement à mettre une réalité là-dessus. Ah bah, globalement, c'est un manifeste il faut faire des jeux avec une sécurité émotionnelle forte, hein. C'est à peu près ça, quoi, globalement. Et en fait, il y a plein d'exemples, il y a plein de jeux qui sont enfin, c'est pas c'est pour le coup, c'est pas du tout, ça a pas du tout été stérile, hein, la Carewave. Il y a vraiment beaucoup de jeux qui se sont inspirés de donc mais c'est vrai que si tu as juste le manifeste, tu te dis: «Ouais, enfin, qu'est-ce qu'on me raconte?» Et pour finir de mon côté, j'aimerais bien parler rapidement, du manifeste sur les jeux expressionnistes. C'est un manifeste de Jay Dragon, qui je trouve illustre bien, l'idée d'avoir une approche radicale, qu'on va trouver dans pas mal de manifestes et aussi quelque part un peu, l'hermétisme, l'hermétisme et puis la difficulté à mettre en œuvre réellement un manifeste, en jeu, quoi. Le jeu expressionniste, donc c'est plus ou moins un manifeste, oui, c'est totalement un manifeste, il y a manifesto dans le titre, qui est proposé par Jade Dragon, qui est l'autrice de Wonder Home et de Yazeba Bed and Breakfast notamment, donc des jeux de rôle sur table, assez. Et en fait, alors je suis pas du tout sûr que les deux jeux que j'ai cités s'inscrivent dans le jeu expressionniste. Je pense pas, je pense que c'est plutôt une piste d'exploration qu'elle se donne pour plus tard. Et donc, dans le jeu expressionniste, donc ça s'inspire de l'expressionnisme allemand. Et l'idée, c'est que on va surtout jouer la tension entre la volonté de ton personnage et le monde,
tu n'as pas de possibilité d'exprimer l'intériorité de ton personnage. C'est-à-dire, l'intériorité de ton personnage, elle n'est pas mise en statistique comme tu pourrais l'avoir à Donjons et Dragons, tu sais, où tu as les scores d'intelligence, de sagesse. Elle n'est pas non plus mise en mots comme pour l'avoir, tu sais, dans le GN romanesque ou dans des jeux drama, où en fait tu vas avoir des traits ou tout simplement un background qui sont assez explicites sur la vie intérieure de ton personnage. Tu n'as pas ça dans le jeu expressionniste. Limite, on pourrait très bien proposer aux gens de jouer des clones ou de se jouer soi-même. En fait, ça veut pas dire que les personnages n'ont pas de personnalité. Ça veut dire que la personnalité du personnage n'est pas, comment dire, n'est pas forcée par le jeu. J'aimerais citer sur la différence. Et l'idée, c'est que le jeu, t'as pas le droit non plus d'exprimer l'intériorité de ton personnage. C'est-à-dire, tu peux bien sûr pleurer, crier, et exprimer ce que tu ressens par le RP, quoi. Mais tu peux pas faire de transparence ou de disqualité en disant mon personnage pense ça, tu vois. Là, en ce moment, mon personnage, il a telle émotion. Ça, tu peux pas le faire. Donc, en fait, si tu veux faire passer une émotion, tu le fais uniquement par le roleplay théâtral, quoi, sans mettre aucun sous-titre. Mhm. Et l'idée, c'est que le jeu va essentiellement constituer à te buter aux lois de l'univers, donc les lois physiques et magiques de l'univers, mais aussi aux lois, comment? Ce qu'ils appellent les lois hypodiégétiques, c'est-à-dire les lois qui sont dans la fiction. C'est-à-dire une loi de l'univers, ça peut être, bah, les vampires en fait, ils brûlent quand c'est le jour. Ça, c'est une loi de l'univers, quoi. Tu peux pas y déroger, ou alors si tu y déroges, c'est par des moyens alchimiques un peu compliqués, quoi. Et les lois hypodiégétiques, ça peut être, eh ben, le prince est la plus haute autorité de la ville. C'est-à-dire, tu peux pas chier dans les bottes du prince, sinon tu vas avoir des problèmes, quoi. Et l'idée, c'est que bah, le jeu va être essentiellement toi contre les lois physiques, magiques et juridiques de l'univers, quoi. Alors, ça peut être juridique ou social, hein. C'est-à-dire, ah bah les Nosferatu, on les aime pas trop, on leur parle pas, tu vois. Il y a aucune loi il y a aucune loi qui interdit de parler aux Nosferatu. C'est juste que globalement, on les aime pas, quoi, et on leur parle pas, quoi. Et donc, l'idée, c'est que tu vas être en but avec ces lois, et le jeu peut être assez cruel, dans le sens où il est probable que la difficulté à vaincre les lois soit très élevée. Euh, et il est même possible aussi qu'en contrat social, au début du jeu, on te dise, et d'ailleurs, ça, c'est un point commun, que je crois, avec Turku, on te dise, non, mais de toute façon, le but, c'est pas de gagner, quoi. Le but, c'est d'expérimenter ce que ça fait de se cogner contre le mur de la réalité et le mur des oppressions sociales. Effectivement, bah, c'était déjà quelque chose qui était esquissé dans Vampire dès le départ, je pense, hein. Si on demandait aux auteurs de Vampire comment c'était censé se passer, c'est ça qu'ils vous diraient. Même si derrière, les règles de jeu n'aidaient pas forcément. Ouais, ouais, je remettrai en biblio tout ça parce que c'est vraiment intéressant cette idée de combattre les lois en fait, que le scénario c'est juste toi contre les lois, quoi, ta volonté contre les lois. Mhm. Et après, donc, ce que j'ai expliqué, de ce que j'en ai compris, moi je trouve ça intéressant, même si c'est une proposition radicale qui peut, voilà, qui peut déplaire, hein, parce que là on n'est pas sur du jeu fun, hein. Euh, mais par contre, en fait, dans le manifeste qui est très long, il y a plein de petites idées de design qui, honnêtement, j'ai du mal à les raccorder à l'intention initiale. Et du coup, on va retrouver le côté un peu surréaliste que je retrouve dans beaucoup de manifestes. Il y a plein de petites idées. Tu sais pas à quel point ça sert les faits. Tout est présenté comme un peu facultatif et tout. Et donc, il y a une idée forte. Et après, derrière, il y a un fourre-tout d'idées très hétéroclites et un peu hors sujet, quoi. Oui, bah, ce que je trouve intéressant dans ce manifeste, c'est le fait qu'il y a c'est qu'on parle de réalité sociale. C'est-à-dire que souvent dans le jeu de rôle sur table, on va simuler la physique, entre Mm. guillemets, le monde matériel. On va avoir des règles de combat pour savoir quelle lame va rentrer dans quel corps. Mais l'idée d'avoir des règles sociales, hein, je trouve très intéressant. Mais après, alors, pour moi, il peut y avoir une certaine fertilité dans l'incohérence. C'est-à-dire que comment dire, avoir des bizarreries, c'est souvent ce qui nous fascine dans les œuvres d'art. C'est les espèces de choses qui dépassent, Mm. les
des choses incongrues. C'est ça qui donne le charme aux choses en général. Ouais, ouais. Et c'est Ouais, peut-être il y a un peu ça avec le théâtre de la cruauté, parce que l'idée base, la théâtre de cruauté qui est d'impliquer le public, de le mettre au centre d'une scène circulaire, tu vois, de le mettre dans une arène autour desquelles les acteurs vont interagir. C'est une idée à la fois très forte, mais bon, bah voilà, c'est très concret. Et après, toutes les idées qui vont se greffer autour du théâtre de la cruauté, s'inspirer du théâtre balinais, que tout doit être symbole, que les acteurs doivent avoir des masques, que le jeu d'acteurs doit être extrêmement excessif, qu'il faut que ce soit à gros budget, enfin c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plein d'effets spéciaux et tout. Ça fait un peu rêver quoi. C'est ce qui fait que tu retiens le théâtre de cruauté au-delà de son idée première qui est de plonger le public dans une catharsis forte en l'immergeant au milieu des acteurs quoi. Mmh. Mais Le effectivement, petit alors grain de folie, qui fait effectivement qu'un manifeste, reste en mémoire, quoi. oui, bah, il y a un peu de c'est l'idée de provocation aussi et Artaud, il était clairement comme ça. Le but, c'était aussi de choquer le bourgeois, Mmh. et oui, bah, et je pense que c'est une réponse aussi au fait que les produits culturels ont tendance à être un peu lissés. C'est-à-dire que même dans le jeu de rôle, hein, les Donjons& et Dragons 5e édition, c'est quand même, un grand procédé de standardisation, et vouloir Ouais et puis rentrer de dans faire jouer un dans le maximum de gens bizarre. au même truc, quoi. Mmh mh. Oui, bah, c'est D&D 5 a pour ambition d'être le jeu de rôle hégémonique, que tout le monde ne joue que à D&D et du coup, enfin, vouloir faire des jeux bizarres, c'est aussi une réponse à ça, je pense. Ouais, c'est ça. Oui, parce que du coup, DND 5, ça implique d'être le plus consensuel possible et notamment après je est-ce qu'il faut les regretter? Faut ce qu'il faut le regretter et notamment ne pas republier, les univers, les plus trash, par exemple, il me semble qu'ils ont pas voulu republier Dark Sun parce que Dark Sun était beaucoup trop trash, entre guillemets, enfin, c'était pas assez politiquement correct. Bon après, voilà, on peut en débattre et tout, est-ce que mais effectivement, il y a sans doute, en tout cas dans certains manifestes, la volonté d'être politiquement incorrect, ouais, tout à fait. Eh bien, je sais pas si tu as un mot de la fin, Thomas? Heu, Bah, écoutez, bah, on pourrait dire que, au fond, le manifeste ça a l'avantage d'être une forme démocratique, au final. N'importe qui peut écrire un manifeste. Voilà, il suffit d'oser et que du coup, bah, si vous avez, des idées très arrêtées sur le gène, sur le jeu de rôle, sur votre forme préférée, de jeu ou d'art, il y a vous avez demandé, enfin, vous avez pas demandé, à quiconque l'autorisation d'écrire un manifeste. Voilà, vous pouvez le faire. Les gens du gène nordique, ils étaient comme nous, c'était juste des joueuses, des organes normaux. Et voilà, si vous avez des opinions, mettez vos idées en forme, écrivez un manifeste. Ouais, 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 super, ouais, il y a pas besoin de il y a aucune légitimité, nécessaire pour écrire un manifeste, c'est très bien que tu et puis également, je pense l'évolution qu'on a pu voir, on en a parlé, mais c'est que il y a pas mal d'orgas, en fait, leur manifeste, c'est leur note d'intention, quoi. Il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de notes d'intention qui sont rédigées un peu comme des manifestes. Du coup, c'est un peu un manifeste réduit à une seule session, quoi. Mais, il y a aussi cette idée de créer voilà, de créer des contrats sociaux qui soient disruptifs, qui soient différents, et singuliers, quoi. Et bien sûr, ces bonnes paroles. On vous remercie de votre écoute et on se retrouve, une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.